Donc, si le 20e siècle aura vu apparaître dans les écrans des salles une pléthore de monstres originaux et variés comme Godzilla, Freddy Krueger, Jason Voorhees et tous ses troubles fêtes, le 21e siècle aura été jusqu'à présent moins prolifique en la matière. Il existe tout de même un cas de monstre original apparu sur d'autres écrans spécifiques à la culture numérique qui est la nôtre. L'une de ses particularités est d'avoir émergé du web quasi simultanément dans différentes incarnations médiatiques. D'abord sous la forme de photographies manipulées accompagnées de très brefs textes, lui donnant une assise narrative minimale, ces traits visuels définitoires ont ensuite, et très rapidement, été mis en scène dans une production vidéo diffusée sur YouTube. 3 ans plus tard, les caractéristiques formelles et les propriétés diégétiques du monstre, telles que façonnées par cette série, sont mises au service d'un jeu vidéo indépendant à la popularité immédiate et surprenante. En l'espace de quelques mois, le Slenderman, que je vous présente donc, est passé d'une simple présence inquiétante et anormale dans le coin de 2 photographies trafiquées à un véritable phénomène viral. Or, et ce sera le cœur de notre propos, des mutations du monstre subies par son passage dans différents médias, les plus importantes et durables sont survenues dans son incarnation filmique et qui plus est, à travers les spécificités techniques et médiatiques exploitées par les créateurs d'une série YouTube. Mon propos portera quasi exclusivement sur la web-série Marble Hornets, totalisant 113 épisodes, diffusés sur YouTube de 2009 à 2014 à raison de chapitres aux durées très variables et aux dates de livraison imprévisibles. Je vais me contenterai d'aborder un aspect médiatique particulier à cette série. Sur le plan formel, l'emploi du dispositif du found footage, combiné à une esthétique du glitch, met en place une mécanique de la terreur déplaçant les effets d'effroi depuis le contenu de l'écran vers sa surface. La prémisse de la série Marble Hornets a été inventée quasi spontanément dans la foulée de la création du personnage du Slenderman. Le 8 juin 2009, un concours informel a été mis en place sur le forum Something Awful. Les utilisateurs et utilisatrices étaient invités à éditer des photographies afin d'y insérer une touche de paranormal. Et là, je me rends compte qu'il manque une slide à ma présentation, je suis désolé. 2 jours plus tard, un certain Victor Surge s'est signalé en téléversant les 2 images que vous pourriez voir actuellement à l'écran. Elles sont cependant bien connues. Si vous allez sur Google et que vous tapez Slenderman, ça devrait être les 2 images qui vont ressortir. L'une d'entre elles, donc, était accompagnée d'une légende fournissant un nom à cette créature longiligne, sobrement vêtue de noir, au visage absent, se dissimulant dans les recoins de l'image et parfois pourvue de tentacules. Il n'en fallait pas plus pour donner naissance à un monstre appelé à devenir emblématique. 8 jours seulement après la création du Slenderman par Victor Surge, un nouvel utilisateur de Something Awful partage un message cryptique qui semble avoir peu à voir avec la créature. C'est ce message de forum que vous pouvez voir à l'écran présentement. L'utilisateur mentionne qu'un de ses amis avait brusquement abandonné la production d'un film amateur intitulé Marble Hornets, citant des conditions de tournage difficiles. Ce long paragraphe est légèrement retouché et transposé dans une séquence vidéo où il apparaît en intertitre. Intitulée Introduction, la vidéo est publiée sur YouTube le 16 juin 2009 et sert de coup d'envoi à un projet qui prendra des proportions inattendues. Produit avec des moyens de fortune et sur une base irrégulière pendant 5 années par 2 étudiants de collège états-uniens, Marble Hornets relate l'expérience traumatisante d'un étudiant en cinéma, Alex Crayley, qui interrompt le tournage de son premier long-métrage après que des événements mystérieux ont perturbé sa production. Alex confie le matériel audiovisuel de son projet avorté à son ami Jay qui décide, 3 ans plus tard, de se plonger dans ses archives afin de comprendre ce qui a pu se produire. Ce dernier découvre rapidement qu'Alex était épié et poursuivi par une créature mystérieuse à l'apparence humaine, grande et filiforme, mais dépourvue de visage. On peut l'entreapercevoir dans la capture d'écran qui est présentement affichée. Bien que dans la série, ce personnage antagoniste soit rebaptisé The Operator, il s'agit bel et bien d'une incarnation du Slenderman. Jay mènera l'enquête et sera bientôt à son tour pris pour cible par la créature. Le premier tiers de la série repose en grande partie sur l'enquête archivistique de Jay qui consulte les roches de montage de son ancien ami Alex à la recherche du monstre. Ceci permet de mettre en place une stratégie d'embrayage narratif et d'approche formelle bien connue des amateurs de films d'horreur, à savoir le found footage. Dans son étude du film d'horreur en mode found footage, Cecilia Sayad souligne un aspect important de cette esthétique. These films display the raw-cutting, elliptical narrative, and grainy, shaky, and precariously framed images that mimic the style of amateur filmmaking. Ainsi, la facture visuelle et la technique volontairement gauche du métrage contribuent à faire croire à la véracité du document visuel produit par un ou des cinéastes amateurs. Devant un film enregistré par un personnage tenant une caméra et réagissant aux événements subis,
ne se souciant donc pas d'enjeux techniques de base comme le cadrage, la focalisation, le travail sur l'éclairage et la cohérence générale d'un plan, il ne se dégage pas le sentiment d'artificialité habituellement ressenti lors du visionnement d'un film professionnel. Sayad poursuit en expliquant que l'illusion de réel engendrée par la pratique amateur a un effet déstabilisant sur la perception des frontières ontologiques du contenu d'un film en found footage. The films are not presented to us as inspired by real events. They are supposed to constitute the audiovisual documentation of these events. What we see, we are told, are real people, not characters based on them. This combination of the work's uncertain fictional status and low production values playfully collapses the boundaries separating the depicted universe from reality, and by extension challenges the ontological status of the fiction film as a self-contained object. The horror movie is thus presented not as mere artifact, but as a fragment of the real world, and the implications it is is that its material might well spill over into it. Ainsi, la stratégie du found footage a des implications différentes dans le cas du film d'horreur, puisque son contenu, plus précisément l'antagoniste qui sera mis en scène, étant présenté comme réel, introduit une menace horrifique non seulement dans le cadre et l'imagination associée à l'œuvre cinématographique, mais aussi potentiellement dans l'univers et l'imaginaire du public même. C'est d'ailleurs ce qui se produit progressivement dans Marble Hornets. La menace envers Alex, et que Jay repère d'abord dans les raccoins des vidéos qu'il examine, se déplace éventuellement depuis l'écran vers sa propre existence alors qu'il se trouve pris en chasse par le operator et ses sbires, des humains affectés par sa présence répétée et qui deviennent ses serviteurs. Examinons maintenant la forme que prennent les épisodes de la série. Je vais maintenant vous présenter l'intégrale de l'épisode 1, mise en ligne quelques jours après la diffusion de la vidéo inaugurale intitulée Introduction. Et c'est là que je dois entreprendre mon action de jonglerie. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Parfait. Je ne sais pas pourquoi on a des sous-titres en japonais. C'est intriguant. OK, là, je dois faire pause si je veux pas que quelque chose explose. Et je vous ramène à mes slides. Tout va bien? Oui, tout va bien. Parfait. Donc, je poursuis. La captation prend fin rapidement après l'apparition du monstre et le narrateur textuel, Jay, informe le public qu'il continuera à chercher des occurrences similar to this one dans les autres cassettes, fournissant au public un motif visuel à rechercher du regard dans les épisodes suivants. Dès ce moment, la narration met en place une forme de visionnement spécifique, faite d'un regard qui parcourt la surface de l'écran à la recherche de ces occurrences furtives, plutôt que de se concentrer sur ce qui est donné à voir de manière plus frontale. Ce contraste spectatoriel est, selon Sayad, courant dans le film d'horreur de found footage. Although characters tend to attract the viewer's gaze, the expectation about seeing evidence of paranormal phenomena invites us to instead scan the whole of the frame, until the door's movement and the passing of shadows invites us to stare at the image's left corner. Or, dans Marble Hornets, la scrutation du public n'est pas aussi flottante que ce que décrit Sayad, puisqu'il ne s'agit pas de repérer des phénomènes paranormaux dont les manifestations peuvent varier. C'est un cas particulier ou plutôt une incarnation précise. Il s'agit d'un corps humain émacié vêtu de noir, mais diaphane, le visage vide en faisant une tache pâle à l'écran, que doit traquer du regard la personne faisant l'expérience de Marble Hornets. De fait, cette volonté de repérage induit une solidarité entre le protagoniste caméraman et le public, qui s'affaire à la même tâche à partir du même matériau visuel, puisque leur champ de vision coïncide. Et là, ici, je vais entreprendre une autre forme d'expérimentation, c'est-à-dire que je vais faire jouer une vidéo et je vais parler par-dessus. Hormis l'absence de son, le premier épisode donne le ton à la série. Filmé avec une caméra moyenne de gamme, dans un cadrage instable et syncopé de mouvements furtifs et nerveux effectués par son opérateur, le contenu visuel des épisodes est généralement présenté sans interruption, dans des plans longs de plusieurs minutes. Généralement introduit et clos par des intertitres textuels fournis par le narrateur,
Chaque épisode livre au compte-gouttes des informations supplémentaires sur les conditions ayant mené à l'interruption du tournage du film réalisé par Alex Crowley, puis met éventuellement en scène Jay. À partir de la entry 14, où l'on découvre qu'Alex a reçu la visite nocturne de la créature et s'est réveillé le visage ensanglanté, en fait, vous allez le voir dans quelques instants, Jay annonce qu'il mènera l'enquête au-delà des archives audiovisuelles, qu'il continue néanmoins à consulter. Il sera bientôt traqué par un personnage masqué que l'on suppose à la solde du monstre. C'est donc dire que chacun des épisodes met en scène du contenu audiovisuel capté par un personnage se sachant visé par un ou des antagonistes. On peut supposer qu'Alex, en visionnant les rushs de son tournage du film en devenir Marble Hornets, a découvert la présence du monstre, ce qui explique pourquoi, à partir d'un moment, il a commencé à se filmer de manière quasi constante. Il est en effet possible qu'Alex, n'ayant découvert le monstre qu'à travers les enregistrements vidéo, a déduit que celui-ci n'est observable que par le truchement de ce dispositif. Jay, de son côté, se déplace caméra à la main afin de documenter son enquête et de pouvoir mettre en ligne les résultats de celui-ci sur YouTube à mesure qu'elle évolue. Mais peut-être est-il arrivé à la même conclusion qu'Alex quant à cette possibilité de repérer la créature à travers cet objet. Toujours est-il que cette esthétique de caméra à la main, se caractérisant par une grande frénésie, provoque un degré de défi supplémentaire dans le repérage du monstre lors du visionnement de chaque épisode. Je vais nous laisser regarder la fin de cette brève vidéo. Ok, donc c'est tout pour celle-ci. On va sauter la pub. On enchaîne avec une autre vidéo. La chaîne YouTube Marble Hornets. Oh, je vais peut-être baisser le son parce que ça va interférer. La chaîne Marble Hornets compte 92 vidéos, mais le contenu diégétique total de la série disponible sur YouTube est plutôt de 133 vidéos. En effet, à la suite de la diffusion de la entry numéro 9, une chaîne YouTube portant le nom To The Ark commence à publier des réponses aux publications de la chaîne Marble Hornets sous la forme de courtes vidéos cryptiques et sinistres, contenant des messages codés, une iconographie menaçante et une trame sonore lugubre. Il devient rapidement clair que la personne se cachant derrière cette chaîne est un protagoniste de la série qui interagit avec G tant dans l'univers diégétique qu'à travers l'environnement médiatique numérique où ils s'expriment tous deux. Or, là pour pas que ça explose, il ne s'agit pas d'un dialogue à proprement parler. Jay reconnaît à partir de la Entry 19 qu'il est au courant de l'existence de la chaîne To The Ark et réagira à celle-ci, mais il continue à produire des vidéos qui s'adressent d'abord au public visionnant la chaîne. La réactivité de Jay face aux vidéos de la chaîne To The Ark et l'indication de son existence au public qui ne serait pas au fait de celle-ci fait en sorte que cette chaîne parallèle ne peut pas être comprise comme une forme de spin-off ou d'extension ancillaire à la série. Elle en est partie prenante et intégrale. Je vais vous mettre une autre vidéo pour continuer à vous régaler les pupilles. Dans Marble Hornets, le monstre provoque des déchirures visuelles sur l'image et des perturbations audio lorsqu'il est à proximité d'appareils électroniques, ce qui a pour effet de signaler sa présence tant aux personnages manipulant la caméra qu'au public. Ces dérèglements peuvent être qualifiés de glitch, terme originaire de l'anglais et défini par le dictionnaire Merriam-Webster comme a usually minor malfunction, a false or spurious electronic signal. Alors que le bug informatique est généralement une erreur majeure de programmation qui cause un arrêt partiel ou total du système, le glitch est un problème mineur qui altère et dégrade un message transmis par voie électronique sans le rendre complètement illisible. Dans l'univers des jeux vidéo, les glitches sont des défauts de programmation qui peuvent occasionner des événements cocasses, mais aussi être utilisés comme mécanisme générateur d'effroi. C'est à cet emploi horrifiant qu'ont recours les créateurs de Marble Hornets en introduisant sciemment des glitches dans les vidéos publiées sur leur chaîne YouTube. Présents à quelques reprises dans les 3 premières entries, elles sont toutefois assez discrètes, du moins sur le plan visuel. On pourrait très bien les entendre s'il y avait du son. Suffisamment pour que Jay attire l'attention du public sur celles-ci en les indiquant clairement à la fin de la entry numéro 5. Cette mise en lumière de la mécanique du glitch par le narrateur, tout comme l'indication qu'il allait se mettre à la recherche d'occurrences similaires à l'apparition du monstre à la fin de la entry numéro 1, s'apparente à une forme de tutoriel de visionnement destiné au public. Bon, là, je ne vais pas me faire upstager par de la publicité, c'est pas vrai. Je finis mon paragraphe et je vous lance ensuite un extrait d'une autre vidéo. La narration conditionne à porter attention aux disruptions qui annoncent la venue de la menace, puis à redoubler de vigilance puisque celle-ci apparaîtra bientôt à l'écran. Cela permet également au cinéaste de générer des effets d'épouvante au rabais.
Intégrer un détraquement visuel ou auditif à une captation vidéo à l'aide d'un logiciel de montage informatique s'avère plus économique, tant sur le plan financier qu'esthétique, que de déployer des effets spéciaux suffisamment convaincants pour qu'un monstre figure dans le champ de la caméra et suscite la peur. Donc, ce que je lance présentement, c'est donc la Entry 60. On est beaucoup plus avancé dans la série. Vous allez découvrir vraiment l'esthétique de cette ocularisation interne et de caméra à la main. Ici, on est moins dans le found footage parce que c'est le personnage qui va mettre en ligne sa vidéo, mais vous allez bien comprendre cette dynamique-là d'anticipation du surgissement de la créature qui passe par les glitches, que ce soit audio ou visuel. Ben, c'est le son quand même pour ne pas me faire enterrer. Au-delà de l'effet d'anticipation chez le public, ce que ces glitches provoquent également est une atteinte à l'œuvre elle-même. Comme l'explique Adam Daniel, while conventional films such as Rec de 2007 present a recording of an explicit confrontation with the monsters as the site of their horrific imagery, Marble Hornets depicts a rupture of the image itself, which potentially surpasses the power of the unambiguous presence of the monster as a semantic presence. En effet, dans Marble Hornets, le monstre ne s'en prend pas uniquement au personnage. En s'attaquant à la captation même, en abîmant la surface du son et de l'image, il intervient directement sur l'expérience de spectateur du public et affecte sa capacité à comprendre ce qui est représenté. Daniel poursuit à ce sujet. The sensory engagement heightened by the visual tears in the image, the auditory tears that accompany them, and the viewer's synesthetic responses to the imagery draw them into a new kind of relationship, where control over the experience of the film through mastery of plot and narrative may be disturbed. By dislocating the image from its semantic role, the relationship between film and viewer is disrupted. As these videos reject the patterns of cause and effect motivated by narrative demands, they potentially heighten the viewer's entanglement and thus arguably their tension and fear. De fait, en plus de représenter une information narrative, le monstre est dans les parages, les glitches viennent non seulement saboter l'accès au récit, mais interviennent sur un autre ordre du rapport à l'image, d'une manière que l'on pourrait dire plus viscérale. Il ne s'agit pas pour le monstre de traverser l'écran, mais le simple fait de l'affecter de manière significative, d'en déchirer la surface, de s'en prendre à l'interface et de le faire en simulant un dérèglement technologique, une expérience 7 fois bien réelle et passablement terrifiante lorsque vécue sur un ordinateur personnel, entraîne une forme de peur singulière. Marble Hornets étant plus souvent qu'autrement visionné sur YouTube, donc à partir d'un appareil informatique à proximité corporelle du public, la distance séparant le monstre, l'écran et le public est en quelque sorte réduite, sans toutefois être abolie, et le potentiel d'effroi n'en est que décuplé. D'emblée, l'approche du found footage se distingue par la reconnaissance du dispositif filmique au sein de l'œuvre. L'outil servant à effectuer la captation du métrage qui sera par la suite retrouvé, à savoir la caméra, occupe un rôle important dans l'œuvre. On peut, à l'instar de Roberto Carrero, le qualifier de caméra diégétique. C'est non seulement grâce à celui-ci que le film se construit, mais de plus, il est associé à un corps précis, à savoir celui de la ou des personnages qui tiennent l'objet dans leurs mains et qui deviendra par extension l'avatar du public, celui à travers et par lequel les événements captés sont vus et entendus. Le public est invité à faire l'expérience de se quasi-mettre dans la peau des cinéastes, la caméra servant d'interface entre le sujet filmant et son public. Or, dans le cas du film d'horreur, cela implique que, de plus, que le danger guettant le corps responsable de la captation met également en péril la poursuite du récit, du moins de son enregistrement à l'aide de la caméra. L'expérience de visionnement d'un film d'horreur de found footage est donc, d'une certaine manière, captive de la captation qu'est à même d'effectuer le personnage tenant une caméra entre ses mains. Ce qui se déroule au sein de l'écran offre une représentation, bien que tronquée et délimitée par le cadre de l'image, de ce que traverse littéralement la personne tenant la caméra. Or, l'action ne se situe pas forcément au sein du cadre. En effet, Sayad affirme que la nature du cadre, dans le cas d'un film d'horreur en found footage, est à double emploi. The frame in horror invites considerations about both the harboring of monsters off-screen and the dangers lurking in the dark corners of a delimited visual field. Elle renchérit, the frame in both handheld and static shots is as incapable of containing what exists within its territory as it is of protecting it from the invasions of what lies beyond its borders. On le constate aisément en faisant l'expérience de Marble Hornets. Les épisodes dans le présent du récit où le public est averti de la proximité du monstre introduisent une tension en deux temps.
un cycle successif de crainte et de peur. D'abord, la crainte de savoir le monstre en périphérie de l'image, créant une expectative de son arrivée dans le champ de la caméra, duquel il est pour le moment absent, puis la peur de constater la présence effective de la créature par son apparition dans le cadre, représentant un danger effectif et actualisé visant le personnage, extension de l'image puisque responsable de sa production. À partir de ce moment, l'enjeu de visionnement devient à la fois la survie... Oh, saleté de publicité, désolé. Donc, la survie du personnage et la poursuite du visionnement, puisque si le personnage est affecté ou attaqué par le monstre, il ne sera pas possible pour celui-ci de poursuivre la captation de son expérience. Ce cycle de crainte-peur induit un visionnement hyperactif où le regard du public est en constante quête du ou des signes visuels de la menace, moins passif que lorsque le déroulement du récit à l'écran ne repose pas sur le repérage d'éléments précis, se solde tout de même par une forme de participation impuissante, puisque le résultat de cette activité n'aura aucune incidence sur le déroulement des événements. Or, la tâche de visionnement consistant à regarder un film d'horreur en found footage en traquant du regard le danger qui menace ce personnage captateur, avatar du public, est rendue plus ardue précisément par l'esthétique hasardeuse et instable inhérente à ce genre cinématographique, comme le précise Sayad au sujet des frontières du cadre. In the found footage horror, these borders are made unstable by the shakiness of handheld shots, abrupt zooms, and swish pans that do not seamlessly rest on an object, requiring constant adjustments in focus and in the positioning of the camera. In fact, these stylistic features suggest not borders but their opposites. The frame's inability to contain what lies within its territory. En effet, la tension générée par l'expectative de l'arrivée d'un monstre, expectative accentuée dans le cas de Marble Hornets par les signes visuels mais aussi auditifs qui préparent l'arrivée de l'entité et qui indiquent sa proximité croissante par leur montée en intensité, se résorbe momentanément lorsque la menace est repérée, mais le soulagement est de courte durée puisque la présence du monstre présente un danger plus concret et pressant. Or, cette présence a comme conséquence quasi systématique d'aggraver l'instabilité de l'image filmique, puisque le personnage captateur, à la vue du monstre, pris d'une très compréhensible panique, se met en mouvement et déstabilise grandement la captation filmique et replonge le public dans l'état de la crainte. La tension ne peut se résorber que lorsque le personnage revient en lieu sûr ou que l'épisode se termine. La synchronicité entre ce qui était à l'écran et ce que je racontais a été providentiellement à peu près parfaite. Je vais donc arrêter la vidéo pour le moment. Il va m'en rester un dernier à vous montrer, mais je vais vous l'introduire. Mentionnons rapidement que les caractéristiques formelles déployées par les créateurs de Marble Hornets et ayant largement contribué à créer une forme de signature opératoire pour le Slenderman ont été reprises au sein d'une seconde œuvre qui a largement participé à faire exploser la popularité de celui-ci. Mise en ligne le 26 juin 2012 et ayant connu un succès viral quasi instantané, Slender The 8 Pages, un jeu vidéo de type survival horror, consiste à explorer dans une perspective à la première personne une forêt où sont disséminées les 8 pages titulaires. Le personnage effectue son exploration en pleine nuit, évidemment, puis-je ajouter, et il peut soit marcher en pointant sa lampe de poche devant lui, soit courir et orienter son faisceau lumineux vers le sol. L'antagoniste du jeu est bien évidemment Slenderman. À mesure que les pages sont découvertes par le joueur, il poursuit ce dernier avec une plus grande assiduité et à une vitesse accélérée. Donc, on va regarder le célèbre PewDiePie en faire l'expérience du jeu. I'm not going there anymore. I don't fucking... I'm so fucking scared right now. This is so fucking scary. Oh my god, oh my god, oh my god, what the fuck, 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 what am I doing? What the fuck, 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 there's it out there! Oh, it's like I'm fucking scared! Why are you so soft? Why are you so soft? I don't know. What the fuck? Oh my god. Et donc, pour ceux et celles qui croiraient que
PewDiePie n'est pas très brave. Je vous invite à faire l'expérience du jeu. Je vous promets que même si ça peut avoir l'air un peu limité comme scénario, réagir comme il le fait, bien que là, lui, il en met une couche pour la caméra, est tout à fait naturel. Donc, j'ai une dernière slide pour vous. Voilà. En somme, bien qu'il existe une pléthore de productions médiatiques mettant en vedette le Slenderman, qu'il s'agisse de montage photographique, d'illustrations, de romans, de notes de blog ou même de cosplay, comme on peut le voir au bas de l'écran présentement, un constat s'impose. Pour trouver sa pleine extension horrifique, le Slenderman a besoin d'un peu plus que d'être représenté visuellement ou même d'être mis en action par des images en mouvement. Ce qui est nécessaire à son déploiement optimal, c'est un écran, de préférence un écran lié à un dispositif numérique. Cet écran sert autant à diffuser le métrage d'un monstre difficile à traquer qu'à afficher les marques de ses agissements à travers les glitches qui viennent en enrayer le bon fonctionnement, qui abîment sa surface et qui font craindre le pire tant aux protagonistes des récits qu'au public qui constate, impuissant, la dégradation matérielle et psychique que peut infliger le monstre à quiconque tente de le capturer ou même simplement de le capter. Je vous remercie. Merci, Gabriel. C'était